l'invité de la rédaction. À 9h06, merci d'être avec nous sur Radio Mont-Blanc, au micro d'Alicia Casteras ce matin. Antoine Armand, député de la Haute-Savoie. Bonjour Charline et bonjour à tous. Bonjour monsieur Antoine Armand. Bonjour Alicia Casteras. Député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous êtes resté au ministère de l'économie à Bercy durant 3 mois. Vous êtes redevenu officiellement député. Le ressenti général, c'est que vous n'avez jamais vraiment arrêté de l'être. Est-ce que c'est un petit peu vrai quand même ? Oui, c'est un petit peu vrai, parce que quand vous avez été élu quelque part, quand vous représentez des gens, c'est quelque chose qui vous tient à cœur d'abord, et puis c'est un devoir, une obligation. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec chez soi, avec sa maison, avec les gens avec qui vous avez des échanges chaque semaine. Et puis, il y a un deuxième point qui est important, c'est que quand vous êtes membre du gouvernement de la République, surtout à un poste comme celui de ministre de l'économie et des finances, que vous êtes beaucoup à l'étranger, dans des sommets internationaux, il vous faut des racines, il vous faut une base pour ne pas vous déconnecter, pour ne pas sortir complètement du cadre et vous retrouver, vous savez, après, comme ces ministres et membres du gouvernement qu'on voit à la télévision. Et quand on est chez soi installé et qu'on écoute la radio ou la télévision, on se dit, mais est-ce qu'ils comprennent encore ce qui se passe sur le terrain ? On se souvient que quand vous avez débarqué vraiment avec votre étiquette de député, on souriait en disant le jeune député, on vous qualifiait ainsi. Alors justement, comment vous avez vécu cette ascension fulgurante à 33 ans, puisque votre âge n'est plus un secret pour personne ? Est-ce que vous avez eu le temps de prendre la grosse tête ? Bon, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me dire que j'étais devenu vieux. Mais je suis rassuré. La grosse tête, c'est sans doute la chose qu'il faut absolument éviter. J'espère que je ne l'ai pas pris, c'est pas à moi de le dire. C'est la chose qu'il faut éviter parce que c'est ça qui vous déconnecte, c'est ça qui vous fait croire que vous avez raison et que vous écoutez plus les autres. Et c'est ça qui vous perd définitivement parce que quand vous occupez ces fonctions, le premier jour, vous comprenez à quel point ça vous engage, à quel point il faut être, par exemple, exemplaire, à quel point il faut, dans son langage, dans sa façon de se tenir, dans sa façon de respecter tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas voté pour vous, vous devez avoir cette tenue et cette manière de se comporter et de respecter. Donc le jour où vous prenez la grosse tête, j'allais dire, vous êtes fichu pour la cause. On se fie beaucoup à ce que nous dit notre entourage de manière générale. Ça, c'est peut-être votre propre analyse, mais dans votre cercle à vous, proche, est-ce qu'on vous a dit « Antoine, lève le pied, Antoine, reste avec nous » ? Oui, forcément, de temps en temps, à Bercy, comme député, c'est normal parce que vous êtes propulsé dans des sphères, pour ma part, au G20 à Washington ou à Rio de Janeiro, au contact des dirigeants européens à Bruxelles. Donc vous êtes parfois pris dans une spirale qui vous donne l'impression que le monde est autour d'une table, que au fond les choses se règlent facilement. Mais en fait, quand vous voyez la difficulté de la tâche, quand vous voyez que quand vous mettez en place des décisions, des stratégies, vous mettez beaucoup de temps à les appliquer, à les lancer, c'est une belle leçon de modestie. 3 mois et 2 jours, c'est la durée de votre mandat de ministre dans l'éphémère gouvernement Barnier. Le mot qui revient beaucoup, c'est frustration. C'est ce qu'on a lu dans différentes de vos interviews. Je vous le confirmez ? Oui, c'est pas pour avoir des états d'âme sur moi-même parce que je pense que ça intéresse pas grand monde, mais c'est logique. Quand vous vous engagez dans un mandat ou dans une fonction comme celle-ci, vous avez envie de faire des choses. Moi, j'avais envie qu'on fasse des choses pour simplifier le quotidien des chefs d'entreprise, pour que la France soit plus souveraine dans la production d'un certain nombre de biens essentiels, des infrastructures, de l'énergie, des entreprises qui s'engagent pour l'industrie verte et l'écologie. Donc, évidemment, 3 mois, c'est trop court pour le faire. Maintenant, ça restera une expérience extraordinaire qui me donne aussi envie de continuer à avoir de l'impact ici et en France de manière générale. Antoine Armand, quand on débarque à Bercy avec un budget alarmant, qui est celui que l'on connaît de la France, on commence par quoi ? Est-ce que vous vous souvenez la première chose que vous vous êtes dite et la première chose concrète que vous avez dû faire ? La première chose que vous vous dites, c'est que la situation est évidemment grave, mais que derrière ce mot grave, il peut y avoir beaucoup de choses. Et en l'occurrence, oui, on a une situation des finances publiques qui est très grave, parce que avoir 6% de déficit public hors crise, hors période de crise, c'est quasiment inédit depuis 60-70 ans. Donc ça vous place dans une situation grave. Mais mon travail, c'est aussi d'être lucide et de voir qu'on a une des économies les plus diversifiées de l'Europe, qu'on a des atouts, un potentiel pour y arriver, et donc tracer le chemin. Et une des premières choses que je fais en arrivant à Bercy, parce que c'est la responsabilité du ministre des Finances, c'est d'aller convaincre les partenaires allemands, italiens, espagnols qu'on a bien cette solidité et qu'on a cette intention de réduire nos comptes. Pourquoi ? Parce que derrière, vous avez les décisions qui sont prises auprès de la Commission européenne, les partenaires, les créanciers, et donc votre rôle, c'est aussi de rassurer à l'international.
Les finances publiques qui sont dans le rouge, en quelques mots, même si c'est presque une question philosophique, mais là vous aurez difficilement le temps de faire thèse, antithèse, synthèse. Si on devait expliquer, résumer, vulgariser pour la population, comment la France en est-elle arrivée là ? À quel point est-ce que c'est alarmant et pourquoi ? Si j'étais très simple et donc forcément un peu caricatural, je dirais 2 choses. La première, c'est qu'en France, on est le pays qui dépense le plus de l'Union européenne et on est le pays qui taxe le plus de l'Union européenne. Autrement dit, on dépense toujours plus, mais comme on finit par dépasser à chaque fois ce qu'on gagne, eh bien, on taxe encore plus. Et on est pris dans cette spirale qui fait qu'à un moment, les gens disent « stop ». Il y a trop d'impôts, mais qu'on n'arrive pas pour autant à réduire les dépenses. Et il y a un deuxième élément, parce que beaucoup de pays dépensent dans l'Union européenne. Mais la différence entre la France et beaucoup de nos voisins, c'est qu'à chaque crise, les pays protègent leurs citoyens, leurs entreprises, leur tissu économique. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé pendant la crise financière. Sauf que beaucoup de pays autour de nous, entre les crises, font un effort budgétaire important, réduisent leurs dépenses. Et vous vous en doutez, en France, c'est moins vrai parce qu'on a une grande difficulté à dire qu'il faut faire des économies et avoir le courage de nommer les grands postes d'économie, la masse salariale des fonctions publiques, les retraites, les dépenses de santé et d'assurance sociale. C'est pas être pour ou contre, il faut simplement faire ce constat qu'elles dérapent et qu'elles nous isolent financièrement. Elles sont pas au même niveau que celles de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie par exemple. Donc c'est ça effectivement les solutions que vous avancez et qui seraient prioritaires selon vous pour essayer de se serrer la ceinture et récupérer un petit peu de marge. Repenser le temps de travail, est-ce que ça veut dire qu'il faut que les Français travaillent plus ? Est-ce qu'on doit enlever des jours fériés ? C'est plutôt réduire le nombre de fonctionnaires et puis vous parlez aussi des succursales, des agences, des choses qui ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. Et le travail, c'est un très bon exemple parce qu'il ne s'agit pas, en tout cas, c'est pas ma philosophie de faire travailler les gens gratuitement, de leur retirer des jours de congé de manière autoritaire. Je ne crois pas que ce soit ce sens-là. Mais en France, on travaille moins que chez nos voisins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout au long d'une vie, on travaille moins et tout au long d'une année aussi, on a tendance à avoir des heures inférieures. Si on travaillait autant que l'Allemagne, on n'aurait quasiment pas de déficit. Parce qu'on créerait, avec ce qu'on produit, avec les cotisations, avec les impôts générés, autant de richesses. Autrement dit, bien sûr qu'il y a la question d'économiser dans les dépenses, mais qu'il y a aussi, face à Trump, face à l'Amérique du Sud, qui sont en ce moment des géants en pleine croissance, un besoin de produire davantage. Et ici, en Haute-Savoie, ici en particulier dans la vallée de l'Arve, on sait ce que c'est que la compétition internationale et le besoin d'être à la hauteur. Antoine Armand, je vais surtout m'adresser à l'humain au-delà du politique et de l'étiquette politique qui vous convient. Maintenant que vous avez endossé ce costume de ministre, est-ce qu'il y a un regard, une approche différente au perchoir, notamment à l'Assemblée nationale, au moment justement d'interpeller un ministre ? Est-ce que vous sentez une forme d'indulgence finalement parce qu'on se dit « je suis passé par là » ou pas du tout, ça change rien, il faut y aller, c'est le job ? Vous avez raison, il y a un changement de regard. C'est pas de l'indulgence, mais c'est plus une forme de compréhension de ce qui est vécu par les membres du gouvernement et de la dimension très complexe du fait qu'on ne fait pas toujours absolument tout ce qu'on veut, y compris quand on est ministre de la République. Mais il ne faut pas d'indulgence, et ce n'est pas une boutade, mais il ne faut pas d'indulgence envers les ministres de la République. Parce que si vous commencez à dire « attendez, il ne peut pas tout faire, tout n'est pas de sa faute, il n'est pas tout à fait responsable », quelle est la base de la démocratie ? Moi, je n'ai jamais demandé aucune indulgence quand j'étais à Bercy. Je considère que si mon administration n'est pas assez rapide, si je ne prends pas les bonnes décisions, c'est bien de ma faute. Sinon, il n'y a plus de fondement à la démocratie. On ne peut même plus, alors qu'on a voté, dire le choix que j'ai fait, il n'a pas été tenu, les promesses n'ont pas été tenues. Donc, il ne faut pas d'indulgence, mais oui, je comprends sans doute un peu mieux ce que traverse, et notamment mon successeur au ministère de l'économie. Qu'est-ce que vous retiendrez, Antoine Armand ? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre vie de ministre ? J'imagine qu'on vous a beaucoup posé la question depuis la fin de ce mandat. Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que vous retiendrez, hormis les horaires et le manque de sommeil ? Il y a beaucoup de choses. Peut-être la chose la plus marquante, c'est les sommets internationaux que vous faites, comme le G20 à Washington, où vous voyez que la France est dans une situation très particulière. Elle n'est évidemment pas au niveau économique des États-Unis, du Brésil, de la Chine, mais elle a une voix qui est unique, qui est singulière, celle de la diplomatie, celle de la médiation, celle du pays qui porte l'ambition européenne. Et ça compte beaucoup. Et il faut continuer à le dire parce que dans un pays où on a toujours beaucoup de raisons de se plaindre, de déplorer la situation dans laquelle on est, il faut aussi voir nos atouts.
Merci Antoine Armand pour cette Merci à première partie d'interview. On marque une courte pause. Député Renaissance de la 2e circonscription de la Haute-Savoie et ancien ministre est notre invité en ce lundi matin. À tout de suite. L'invité de la rédaction, le député de la Haute-Savoie, Antoine Armand ce matin. Député de la 2e circonscription, effectivement. Rebonjour, bienvenue à ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre. Petite question pour rebondir sur l'une des actualités du moment. Pour citer notre consoeur journaliste Élise Lucet, qui a créé le débat ces derniers jours en mettant en place ce test volontaire salivaire auprès des députés, des parlementaires qui, pour certains, ont refusé de s'y soumettre. L'objectif, c'était de dépister la présence de drogue, de stupéfiants. Ça vous évoque quoi, effectivement, cette initiative de la part d'Élise Lucet? Ça vous a fait réagir comment? Il y a, si vous voulez, le fond et la méthode. Sur le fond, qui est des tests de dépistage, qui est une prévention beaucoup plus forte, en particulier sur les cas d'addiction, je pense que c'est absolument indispensable. La politique, l'Assemblée nationale, c'est comme toute la société, avec sans doute en plus des particularités. Donc il y a sûrement des cas, c'est malheureux, y compris récemment un député de la France Insoumise qui a été mis en cause. Ensuite, il y a la méthode. Je ne sais pas ce que vous diriez si, à l'improviste, dans les locaux de Radio Mont-Blanc, un journaliste débarquait avec une caméra pour vous faire des tests salivaires. Et là, vous avez deux choix. Soit vous vous y soumettez et vous rentrez dans le jeu de vous faire filmer de manière à l'improviste, sans qu'on vous ait demandé d'abord, soit vous refusez, et alors quoi? Ça veut dire que vous êtes suspect? Je crois qu'il faut faire attention aux méthodes comme ça, qui sont des méthodes qui sont en fait un peu sensationnelles, un peu spectaculaires. Si le but était vraiment de faire du dépistage et d'accompagner les députés, je suis sûr qu'on ferait autrement. Vous auriez accepté de vous soumettre, si vous aviez l'occasion, à ce test, à ce dépistage? Bien sûr, mais je l'aurais fait, mais je pense précisément qu'on l'aurait tous fait, ou quasiment précisément pour ne pas donner le sentiment qu'on a quelque chose à cacher. Mais avec ces méthodes-là, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez un peu déplacer pour savoir ce que boivent, ce que mangent les gens. Vous pouvez leur poser des questions sur leur vie privée. Vous pouvez aller beaucoup plus loin, mais on n'a pas envie que les politiques se droguent. On n'a pas envie que les journalistes se droguent. On n'a pas envie que les conducteurs de bus se droguent. Il y a quand même beaucoup de gens dans la société qui sont dans le même cas de figure, et donc il faut faire attention, être intraitable avec les mises en cause, être intraitable dans la prévention, mais se garder du spectacle. Antoine Armand, vous venez d'être désigné président du groupe d'amitié France-Kazakhstan à l'Assemblée nationale. Ça pourrait sur le papier prêter à sourire, mais si on s'y penche d'un peu plus près, il y a un véritable enjeu, et notamment autour du pastoralisme. C'est là que je vous amène, puisque c'est un sujet important pour notre territoire de la Haute-Savoie. Quel est cet enjeu? Pourquoi avoir accepté de prendre ce rôle? Il y a plusieurs enjeux majeurs avec le Kazakhstan, et vous avez eu raison de commencer par dire ça pourrait prêter à sourire. Et ça, c'est la preuve qu'en France et en Europe, on est centré sur nous-mêmes. Et qu'on ne voit pas que le Kazakhstan, avec ses quelques dizaines de millions d'habitants, à la frontière entre la Russie et la Chine, est un pays clé dans les nouvelles routes de la soie. Et un des premiers producteurs d'uranium au monde, avec les infrastructures énergétiques les plus importantes. Et puis a une grande tradition d'élevage pastoral extrêmement forte, qui fait qu'il y a beaucoup de connexions entre la France et le Kazakhstan, mais aussi entre la Haute-Savoie et le Kazakhstan dans son identité, dans son économie. Et puis, il y a ce qu'il faut préparer. Demain, ce qu'on veut préparer, c'est quoi? C'est que l'Europe soit moins dépendante des deux grands blocs que sont la Chine et l'Amérique du Nord. Et donc pour ça, il faut, avec de nouvelles régions, l'Asie centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique subsaharienne, construire des ponts économiques, commerciaux, pour devenir plus résilients. C'est pour ça que je crois que c'est important. Antoine Armand, vous avez aussi été nommé secrétaire général délégué au sein du bureau exécutif de Renaissance. Ça fait presque un peu pompeux. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que j'appartiens à l'équipe de direction du parti Renaissance auprès de l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, et que je fais partie de ceux, et on est un certain nombre dans ce parti ou dans les partis autour, à penser qu'il faut absolument continuer à porter l'idée d'un bloc central. Central, ça ne veut pas dire centriste, ça ne veut pas dire, comment dirais-je, de refuser toutes les solutions importantes et radicales pour le pays, ça veut dire trouver une modération et un équilibre face aux fake news, face à l'extrémisme qui monte et qui, quel que soit son bord, appelle souvent, d'une manière ou d'une autre, à la stigmatisation, à la haine, au détournement de l'un ou de l'autre. Alors, pour certains, c'est les riches, entre guillemets. Pour les autres, c'est les immigrés, entre guillemets. Pour certains, c'est ce qui se passe en Europe. Pour d'autres, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Bref, les extrémistes, c'est ceux qui pensent que c'est jamais de votre faute, que c'est toujours la faute des autres, qu'il y a bien un bouc émissaire à trouver. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la solution, elle vient de nous-mêmes, en France et en européen.
Vous l'avez dit dans votre propre réponse, le fait d'être comme ça officiellement rattaché au bureau exécutif de Renaissance, c'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Vous vous sentez justement plus rattaché et proche de Gabriel Attal ou d'Emmanuel Macron ? Vous savez, ça c'est un peu une question de journaliste. Moi je me suis engagé pour une politique qui était celle d'un changement économique, d'un soutien aux entrepreneurs, du progressisme, qui était celle qui est portée par le président de la République. Et Gabriel Attal a été son Premier ministre. Et Emmanuel Macron est le président d'honneur de ce parti. Donc c'est normal de chercher des bisbilles, des différences entre les uns et les autres, mais au quotidien, il n'y en a pas. Il y a de nombreux dossiers prioritaires qui concernent votre circonscription et les Annéciens et même les Hauts-Savoyards de manière générale. Si on devait en citer quelques-uns, la sécurité, je crois que c'est un des sujets aussi qui a beaucoup fait parler dernièrement sur Annecy. On a pris connaissance bien sûr de la mésaventure d'une demoiselle qui a été victime d'une agression sexuelle. Ça a fait beaucoup parler. Vous, ce que vous soulevez dans cette histoire, d'après vous, c'est notamment une problématique d'éclairage nocturne. La question est évidemment très vaste de la sécurité à Annecy. Et Annecy n'est pas une banlieue lyonnaise ou parisienne, elle n'est pas à ce degré d'insécurité. Mais tous les jours, une Annécienne ou un Annécien vient me parler d'insécurité. Du trafic de drogue en bas de chez lui, d'insécurité de mineurs qui commettent des petits actes de délinquance. Des femmes, beaucoup, qui me disent, qui vous disent, je pense à vous aussi, j'ose pas rentrer tard le soir chez moi. Et une des questions qui est pas la première évidemment, mais c'est comment est-ce que les Annéciens peuvent se sentir en sécurité dans leur ville et comment Annecy peut éviter de devenir une ville qui change de catégorie en matière de sécurité. Et dans ce contexte-là, avoir une réflexion sur l'éclairage public, c'est indispensable pour des questions écologiques. Mais il y a des choses qui s'appellent l'éclairage intelligent, qui permettent par exemple de s'allumer et de s'éteindre. Quand vous voyez ce que c'est qu'une rue plongée dans le noir, vous savez que pour la police ou la gendarmerie, ça rend difficile les contrôles routiers. Ils le disent sur le terrain. Pour les gens, c'est évidemment insécurisant. Vu le contexte à Annecy, vu les difficultés que rencontrent les forces de l'ordre et les habitants, je crois qu'il faut qu'on ait un réflexe, un réveil et qu'on se dise non, on ne laissera pas Annecy devenir moins sûre. Il y a une question aussi de transport, bien évidemment, un enjeu écologique concernant Annecy. Le mot ligne revient souvent, parfois ligne ferroviaire, on parle tramway, on parle métro. Entre Aix et Annecy, on en est où sur ce dossier ? Vous avez raison de le souligner parce que c'est un dossier qui tarde, qui n'a que trop tardé. Je crois qu'on en parle depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, peut-être encore davantage. Il faut qu'il y ait maintenant un réveil collectif, d'abord de la part de l'État, et j'en prends ma part, quand j'étais à Bercy, j'ai demandé à ce que ce dossier avance et je continuerai comme député. Il faut que les dernières études se fassent et qu'on ait bien autour de la table l'agglomération, le département, la région, l'État, pour qu'on finisse ces études et qu'on puisse enfin passer aux travaux eux-mêmes. C'est la grande difficulté qu'on rencontre quand on est élu et dont les citoyens se doutent malheureusement beaucoup, c'est l'enchevêtrement de compétences, le nombre de personnes qui sont mobilisées et le fait qu'on ne va pas assez vite. C'est un de mes dossiers prioritaires pour cette année 2025. On marque une courte pause. Antoine Armand, député de la 2e circonscription de Haute-Savoie, reste avec nous. On va se tourner ensemble vers les élections municipales 2026 dans quelques instants. Toujours en direct sur Radio Mont-Blanc, effectivement, on a commencé à parler des dossiers annéciens, ce qui nous emmène à cette question centrale, bien évidemment. Allons droit au but, monsieur Antoine Armand. Les élections municipales 2026, vous vous positionnez comment par rapport à cette échéance ? J'ai eu l'occasion d'y répondre. D'abord, je crois que chacun doit jouer un rôle dans ces élections. Parce que il est, à mon sens, et pour beaucoup d'Annéciens que je rencontre quasiment tous au quotidien, évident que la manière dont les débats, dont les décisions se sont déroulées, ont été prises depuis 2020 à Annecy ne sont pas satisfaisants. Et que vous avez aujourd'hui une majorité d'Annéciens qui sont inquiets par une forme de dérive de la ville sur des fondamentaux. On a parlé de sécurité, mais on aurait pu parler de propreté, de circulation, de gestion du patrimoine et du tourisme. On aurait pu parler de rayonnement économique aussi, qui sont inquiets et qui sont préoccupés. Et donc, quand vous êtes député d'Annecy, avec ma collègue Véronique Rioton, vous vous devez de jouer un rôle. Et puis ensuite, il y a la question plus personnelle à laquelle je ne doute pas que vous viendrez, de savoir si, au fond, vous voulez vous-même passer un cap supplémentaire. Est-ce que vous serez tête de liste ? Et vous engager. C'est pas une question à laquelle je vous répondrai maintenant, pas uniquement par jeu classique de vous poser une question et j'y réponds pas, mais parce que je crois vraiment que ce qui s'est passé en 2020 doit servir de leçon à tout le monde.
Et que tous ceux qui se sont dit en 2020, choisissons d'abord les gens, choisissons d'abord les personnes, et puis ensuite on les mettra ensemble, qu'elles soient d'accord ou pas, qu'elles aient les mêmes valeurs ou pas, et qu'on se retrouve avec ces types d'attelages où vous avez dans la même charrue, puisqu'on parle d'Annecy et du retour des alpages, des gens qui pensent des choses diamétralement opposées, ça marche pas. Et donc la priorité, c'est pas le casting, c'est pas qui s'occupera de ceci et qui s'occupera de cela. La priorité, c'est le projet. C'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans notre ville, qu'est-ce qu'on veut endiguer. Est-ce qu'on veut faire d'Annecy une ville plus sûre? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que on est écologiste, mais que ça ne veut pas dire qu'Annecy devienne une des 3 villes les plus embouteillées du monde? Est-ce que c'est sur ce genre de choses qu'on peut d'abord discuter? Et ça, ce sont des dossiers sur lesquels vous travaillez déjà en tant que député? Bien sûr, mais c'est des dossiers qui sont d'abord éminemment locaux. Sur la sécurité, j'ai contribué en votant la loi de programmation du ministère de l'Intérieur à ce qu'il y ait plus de policiers nationaux à Annecy, à ce qu'il y ait bientôt des brigades de gendarmerie supplémentaires en Haute-Savoie, et c'est vital. Et sur la semaine dernière, sur le vote sur l'excuse de minorité pour que les mineurs soient plus sanctionnés à partir de 16 ou 17 ans quand ils commettent des faits très graves. Hier encore, un mineur de 17 ans a menacé au couteau des forces de l'ordre à Annecy. Il a été interpellé par la gendarmerie. J'en profite pour les remercier. Donc il faut aujourd'hui qu'on travaille ensemble à un projet. Et quand je dis ensemble, je pense que ça doit être des gens qui partagent les mêmes valeurs. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous commencez par vous regarder dans le miroir, à choisir votre casting, à vous dire « Ah ben toi, tu serais la plus belle ici, moi le plus beau ici », vous ne vous occupez pas des Annéciens. Et je crois que ne pas s'occuper des Annéciens, ça a déjà été fait pendant 5 ans et ce n'est pas franchement un résultat satisfaisant. Bon, ça répond partiellement à cette question. Effectivement, quand vous dites « ensemble », est-ce que ça pourrait être main dans la main avec des politiques déjà installées? J'ai posé la même question à monsieur le maire d'Annecy, François Astorg, la semaine dernière. Lui aussi ne se prononce pas. J'ai le sentiment que si je posais la question à un certain monsieur Rigaud ou peut-être madame Lardet, personne à 1 an des municipales n'est en capacité de dire oui, je serai candidat ou pas. Il se passe quoi en coulisses? Vous êtes tous en train de discuter, de dire allez, viens avec moi, on pourrait travailler main dans la main, on pourrait faire équipe ensemble? Je pense que beaucoup de gens discutent en ce moment, et je le fais aussi avec les gens qui partagent ma sensibilité, mais avec 2 lignes directrices. La première, c'est sur le fond, sur quel sujet eh bien, on s'entend, on arrive à fonctionner ensemble, on peut trouver des compromis. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est important, c'est que si demain, certains se réclament de l'alternance, du changement à Annecy, est-ce que cela peut se faire dans les mêmes conditions que celles qui ont eu lieu pendant 6 ans? Est-ce que cela peut se faire avec la même équipe? Fondamentalement, je ne crois pas. Au contraire, c'est une question de confiance. Vous fixez une deadline pour prendre une décision ou en tout cas verbaliser clairement oui je serai candidat ou non je ne le serai pas? Et je vous l'ai dit, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et les semaines, les mois qui arrivent, c'est le temps du projet, c'est le temps de la réflexion collective et c'est surtout le temps de l'écoute des habitants. On leur a beaucoup promis depuis 5 ans, alors on a utilisé plein de mots très différents, la démocratie participative, la participation citoyenne, on a inventé des comités de consultation, des réunions ouvertes, puis demi-ouvertes, puis fermées. Bon, écoutons tout simplement les gens, c'est ce que je fais au quotidien comme député et c'est ce que je ferai dans l'année qui arrive. En tant que député, Antoine Armand, justement, quel est votre agenda ces prochains jours avant de vous quitter? Sur quel sujet vous allez travailler? Je vais reprendre les sujets locaux dont on a parlé. Je mentionnais la ligne ex-Annecy, je mentionnais la question de la sécurité, du trafic de drogue. On aura l'occasion d'examiner bientôt à l'Assemblée une proposition de loi contre le narcotrafic. C'est dans notre territoire frontalier un des problèmes numéro 1. Pourquoi? Parce que vous avez le grand trafic de drogue qui vient de Genève avec des mafias extrêmement importantes, mais vous avez aussi au quotidien les petits, les guetteurs, les petits dealers, les consommateurs qui participent de cette chaîne et donc de l'insécurité. Donc lutter contre le trafic de drogue, c'est la proposition qui a été faite par certains sénateurs que les députés soutiendront évidemment. Et puis, comme ancien ministre de l'économie, je continue à être au chevet des entreprises, de l'industrie, au-delà de la circonscription. Parce que quand vous êtes député de Haute-Savoie, vous devez aussi être député des industriels. Merci Antoine Armand d'avoir vous. été notre invité ce matin. Député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, ancien ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. On vous dit à très bientôt, que ce soit sur les bancs de l'Assemblée ou en Haute-Savoie, sur votre terre natale. Merci à vous.